Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Niger, tout le monde est suspendu à la décision de la Cour constitutionnelle, chargée, entre autres, de vider les contentieux en lien avec la présidentielle. Les juges de cette institution ont reçu, depuis quelques jours, le recours de Mahaman Ousmane. Le candidat du RDR Tchondi conteste toujours les résultats de l'élection présidentielle du 21 février, tels que donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI et remportés par Bazoum Mohamed, le candidat du pouvoir en place. Ces résultats provisoires ne reflètent pas pour l'opposant la vérité des urnes. Il revendique sa victoire avec au moins 50,30% des voix au second tour et en appelle à la Cour constitutionnelle. Du côté du pouvoir, l'heure est à la sérénité. On dit détenir des éléments à opposer au dossier de l'opposition. Niger appelle de Mahaman Ousmane à la Cour constitutionnelle. Quel impact sur le processus électoral et la démocratie? C'est le thème de l'émission du jour, consacrée, vous l'aurez compris, à l'actualité au Niger. On revient juste après l'intermède. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. En plateau, nous avons Mahaman Moustapha Barké-Barkou. Bonjour. Bonjour, vous êtes Johannes, directeur national de campagne du Modène FA Lumana. Vous êtes également vice-président de la coordination de campagne de Mahaman Ousmane, le candidat donc d'opposition à cette élection, chargé des opérations électorales et de la compilation des résultats. J'espère que c'est bien ça. C'est tout à fait exact. Merci d'être en plateau avec nous. Face à vous aujourd'hui, Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Mahaman Moustapha Barké-Barkou, ma première question est pour vous. Le candidat, Mahaman Ousmane, était face à la presse en début de semaine. Il a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Qu'espère le candidat de l'opposition de ce recours? Merci, M. Johannes. Merci de me recevoir chez vous. Vous permettrez qu'à l'entame de mon intervention, je puisse avoir une pensée pour mon grand frère et ami, le président Hama Amadou, mon frère et ami, le colonel Seydou Taïrou Meyaki, et le général Moumouni Bouraïman, qui sont actuellement en prison depuis la revendication de sa victoire par le candidat élu, M. Mahaman Ousmane. Je pense qu'ils sont en train de payer le vote massif des régions dont ils sont issus, à savoir Niamey pour Hama Amadou, Dosso pour Moumouni Bouraïma et Tilaberi pour Seydou Taïrou Meyaki. Je n'oublie pas tous les autres militants qui sont en prison dans les différentes villes du Niger, particulièrement Seydou Bakari, qui est notre ancien président du groupe parlementaire, qui est en prison depuis 5 ans, 5 longues années, sans jugement. Alors que le code pénal au Niger dit qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en prison préventive pendant plus de 6 mois, renouvelable une fois. En avril prochain, ça va être la 10e fois que sa détention préventive va être renouvelée. Mais c'est ça l'identifiant du régime qui nous gouverne aujourd'hui, c'est-à-dire l'iniquité devant la loi. Mais on va revenir. Alors, pour en revenir à votre question, effectivement, le président élu Mahaman Ousmane a revendiqué sa victoire parce que disposant d'un score de 50,3% au terme du second tour et de 49,7% pour M. Bazoum Mohamed. Ces résultats, il les a obtenus et moi, en tant que président, vice-président chargé de la centralisation et de la compilation des résultats, je suis quand même très bien placé pour savoir ce qui s'est passé. Que s'est-il concrètement passé?
Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, dans le cadre de l'organisation du deuxième tour des élections, nous avons mis en place au niveau de l'opposition un système qui nous permettait de recueillir nos résultats dès la fin du dépouillement. Parce que nous avions compris, à travers les élections qui se sont passées pendant les locales, à travers les élections qui se sont passées au premier tour, nous avions compris le mode opératoire du PNDS-Tareya et nous avions compris nos failles. Principalement, le PNDS-Tareya procède, et depuis maintenant pratiquement 2 élections, à une substitution des PV. Il ne peut pas voler comme ça le jour du vote, machin, non. Il procède principalement à une substitution des PV. Et la substitution des PV se fait pourquoi? Parce que, en général, les candidats n'ont pas la possibilité d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Il y a 25 978 bureaux de vote sur le territoire national. 1 267 000 km². Il est très difficile d'avoir les moyens logistiques pour placer un représentant ou deux délégués, comme le dit le code électoral, dans chaque bureau. Parce que c'est très onéreux. Donc, certains moments, nous n'avons pas de délégués qui sont sur place parce que nous n'avons pas eu les moyens matériels de les acheminer. Et certaines fois, les délégués que nous avons amenés ont été corrompus. Donc, tirant les leçons de ce qui s'est passé dans ces élections, nous avons examiné les résultats du premier tour des élections et des locales. Nous avons identifié que sur les 25 978 bureaux, il y a 6 133 bureaux dans lesquels tout se tramait. Ces 6 133 bureaux sont répartis dans 65 communes du Niger, que nous avons appelées communes rouges. Donc à partir de cet instant, nous avons dit qu'il va falloir mettre en place un système de surveillance sur l'ensemble de 26 000 bureaux, mais particulièrement sur les 6 133 bureaux de vote. Et pour pallier au problème de corruption de nos délégués, nous avons dit que sur ces 6 133 bureaux, on va placer généralement des gens qui ressortent d'autres régions. Parce que, vous savez, les zones nomades, les gens vivent entre eux. Vous avez beau avoir un représentant de votre parti, l'aspect familial prime sur l'aspect partisan. Donc, quand il a son frère en face de lui qui est de l'autre parti, si son frère lui demande de faire quelque chose, il le fait, parfois même sans argent. Et c'est pour ça que nous avons privilégié des délégués issus d'autres régions pour placer dans ces régions-là, des gens qu'on ne connaît même pas. Voilà un des dispositifs qu'on a prévu. Le deuxième dispositif qu'on a prévu, c'est que, vous savez, au premier tour, nous n'avions pas de délégués au niveau de la CENI. Nous ne les avions pas envoyés. Pourquoi n'avons pas envoyé des délégués à la CENI? Oui, parce que, si vous voulez, jusqu'au bout, nous avions pensé qu'il y aurait un sursaut du côté du pouvoir pour dire on ne peut pas conduire ce processus de façon unilatérale. Sur 13 membres, pratiquement 10 sont des membres du parti au pouvoir, de la CENI, je vous dis. Nous avons dit qu'est-ce qu'on va faire dans une telle commission. Donc, on s'est tenu à l'écart en disant on ne va pas siéger dans cette commission qui est vraiment partisane. Une erreur stratégique de votre part? Une erreur d'appréciation, je dirais. Parce que nous avions pensé qu'il y aurait ce sursaut. On ne pouvait pas penser qu'un régime responsable accepterait d'aller aux élections avec une CENI uniquement composée de ses membres. Et nous ne pouvions pas penser que les institutions internationales, les CEDEAO, la CENSA, je ne sais pas quoi,
pouvaient cautionner une telle démarche. Nous avions pensé que les gens feraient quand même la pression pour qu'on vienne s'asseoir et qu'on puisse avoir une CENI consensuelle. Ça n'a pas été le cas. Et quand c'est arrivé jusqu'au dernier moment, on a dit on va quand même participer aux élections. C'est pour ça qu'on est parti aux élections au premier tour, sans avoir de... Maintenant, une fois qu'on est arrivé au deuxième tour, nous avons dit à nos leaders, bon, maintenant, il va falloir placer nos représentants au niveau de la CENI. Parce que tout le dispositif que nous avons pris pour empêcher la fraude, particulièrement sur les bureaux de la zone rouge, ne va pas fonctionner si on n'a pas de représentants dans les CENI communales, départementales, régionales et centrales. Pourquoi? Parce que dans le dispositif que nous comptions mettre en place, les représentants à la CENI avaient un rôle clé à jouer. Ce rôle clé, c'est quoi? C'est que une fois que les PV ont été récupérés par les points focaux, nous avons placé un point focal dans chaque commune. Nous avons placé des délégués dans l'ensemble des bureaux. En tout cas, nous les avons envoyés. Et une fois que donc les PV ont été récupérés, le point focal amène rapidement ces PV à notre représentant à la CENI locale, en attendant que les PV viennent du circuit normal de la CENI. Quand il reçoit les PV du circuit normal de la CENI, qui sont là-bas triturés, substitués et autres, il compare avec le PV qui lui a été remis par le point focal. Si c'est conforme, il valide et ça poursuit. Si ce n'est pas conforme, il dit c'est pas conforme et il note. Voilà ce que nous avons. Donc c'est pour ça que nous avons mis donc, nos représentants dans tous les bureaux, enfin dans toutes les communes et au niveau central. Au niveau central, le représentant du candidat Ousmane avait comme mission, chaque fois qu'il recevait les résultats d'une commune, il devait m'appeler, enfin pas m'appeler, m'envoyer un message audio ou un message écrit pour dire donnez-moi les résultats de telle commune que nous avons, nous, eu à compiler par notre propre canal. Je lui envoie les résultats. Maintenant, lui, il compare. Est-ce que c'est conforme? Oui, il signe. Est-ce que c'est pas conforme? Il a dit non, c'est pas conforme. Attendez, on a des réclamations dessus. Et en principe, s'il n'a pas signé, aucun résultat ne peut être communiqué à la radio-télévision. Voilà pourquoi nous avons envoyé les représentants à la CENI. Et c'est ce qui explique donc le recours porté par le candidat Maman Ousmane. Lamine Cissé, selon vous, quelles doivent être les attentes du camp Bazoum Mohamed? C'est un plaisir d'abord de savoir tous ces éléments-là. Mais ce que nous pouvons remarquer est que de 92 à maintenant, je pense que depuis 1960 jusqu'à maintenant, nous avons eu droit à 8 présidents de la République au Niger, si je me trompe. Il y a 4 coups d'État. Donc, le processus électoral nigérien est un processus qui n'est pas encore stable. C'est plein d'irrégularités, c'est vrai. Parce qu'en fait, une élection présidentielle dans un pays, si c'est transparent, ça ne porte pas de revendications substantielles. Si c'est transparent. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le processus électoral est transparent ou il n'est pas transparent. Elle est transparente s'il y a un consensus de la classe politique autour de la conduite et des instruments électoraux. Absolument. Mais si par exemple il y a de l'unilatéralisme dans la conduite du processus électoral, souvent on va créer de l'opacité. C'est ce qu'il explique comme ça là. Parce que moi je trouve une certaine opacité dans le processus électoral. Il est inadmissible. Il est inadmissible qu'une certaine opposition, parce que nous ne sommes pas d'accord, parce que vous avez un cadre qu'on appelle de dialogue politique, je ne sais pas... CNDP. Voilà, CNDP. Mais au niveau de ce CNDP-là, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils ne se sont pas entendus. OK? Non. Malgré... Excusez-moi, c'est pas qu'on ne s'est pas entendu, c'est qu'ils l'ont dénaturé. Ils l'ont dénaturé, ce cadre-là. Ce cadre-là a existé. Ils ont bénéficié de ce cadre-là du temps où nous, on était aux affaires. OK. C'est ça. Ils ont bénéficié de ça. Avec Tanja? Avec Tanja, oui. Okay. Ils ont bénéficié de ça. Mais quand ils sont arrivés, ils l'ont dénaturé. Ils les ont
ils l'ont transformé en juste, comment on appelle, un instrument de plus. Voilà, donc vous voyez, donc à ce niveau-là, l'opposition est absente. Parce qu'en fait, il ne se trouve pas, l'opposition ne se trouve pas. Le processus a continué, même l'enrôlement biométrique. À ce niveau-là aussi, il y a un problème. L'enrôlement de la diaspora, qui statistiquement, on table entre 11 à 12 millions de la diaspora, qui sont des entrepreneurs qui participent foncièrement au développement non seulement de la sous-région, mais du Niger. Mais cette diaspora, ils ont donné des alibis pour dire que c'est pandémie. Alors que par ailleurs, la Côte d'Ivoire, la diaspora a voté. OK ? Par ailleurs, la diaspora vote. Si on exclut la diaspora qui est largement favorable à l'opposition, tout ça là, c'est des gourous d'étranglement qui font que si le processus n'est pas transparent, ça pose un problème. Mais mon inquiétude également, c'est le fait que nous sommes dans la démocratie conventionnelle. Cette démocratie conventionnelle qui n'est pas une démocratie populaire. Cela veut dire quoi? Nous avons un régime qui a fait 10 ans au pouvoir. Le suffrage qui est exprimé, c'est entre 50 et 60% élus. Mais le nombre de votants, si nous prenons le cas du Niger à l'heure actuelle, sur 7 millions, nous avons à peu près plus de 4 millions qui ont voté, je pense. Selon nos résultats, nous, c'est 3 446 556 moins de 4 millions qui ont voté sur les inscrits de plus de 7 millions. À savoir que le président élu doit forcément avoir la moitié, c'est-à-dire 1 million et quelques. Absolument. Donc 1 million et quelques élus qui sont élus président de la République, tu dois faire preuve de modestie. C'est la modestie. Ça veut dire que tu n'as pas été élu par ceux qui n'ont pas voté pour toi. Tu n'as pas été élu par la grande majorité des Nigériens muettes, muets du moins, qui n'ont pas voté. Donc, tu devais faire preuve d'anticipation et de gouvernance participative. Mais ce que nous avons remarqué pendant ces 10 années au Niger, c'est que c'est une gouvernance exclusive. Absolument. Totalement exclusive. Vous êtes avec moi, comme la plupart des pays d'ailleurs, hein, vous êtes avec moi, vous êtes blanc, clair et net, vous êtes le mieux né. Absolument. Vous êtes contre moi, contre mes principes de gouvernance, c'est-à-dire que vous êtes contre moi, vous êtes un ennemi à abattre. Absolument. Donc, en fait, c'est la compréhension, c'est la perception même de la gouvernance de la démocratie qui est faussée au départ. Lamine Cissé, vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Quelles sont les attentes? Mais selon vous? Oui, c'est-à-dire que je fais une analyse pour venir sur les attentes. Tout à fait. C'est justement ça. Parce qu'en fait, il faut un raisonnement par rapport à cela. Mes attentes, c'est que j'ai toujours dit. J'ai dit, cette cour constitutionnelle, nos cours constitutionnels, qui sont souvent dans nos pays, qui sont des cours constitutionnels inféodés, souvent au pouvoir, qui n'ont aucun crédit. Même si on prend la transparence, la met dans le sac, les preuves sont là. Quelquefois, ils vont jusqu'à mettre le pays à feu et à sang. Donc, ce que moi j'attends est que cette Cour constitutionnelle dise le droit conformément à l'existant. Ne pas être partisan du tout. Parce que quand on donne un jugement par rapport à une situation, si elle est juste, que ce soit de gauche de la droite, tout le monde a la conscience de dire, oui, vraiment, il a fait un bon jugement. Mais si le jugement, n'est-ce pas, les résultats de la Cour constitutionnelle ne reflètent pas la réalité sur le terrain, n'est-ce pas, ils vont entraîner le pays dans un embrasement que nous nous souhaitons. Alors, Maman Moustapha Barki Barko, vous avez décidé donc de participer à toutes les instances au niveau de la CENI pour le compte de ce second tour-là. Quelle a été l'attitude de vos représentants au niveau de la CENI, puisque visiblement c'est la CENI qui a donc donné le candidat Bazoum Mohamed vainqueur au terme de cette élection-là. Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'avez-vous dit quand les résultats là ont été compilés par la CENI et donc rendus publics? Oui, mais elle l'a fait, c'est vrai, la CENI, elle l'a fait, mais en violation de ses propres règlements. Comment donc? Si notre représentant au niveau de la CENI n'a pas contresigné un PV, la CENI ne peut pas communiquer ce résultat à la télévision.
doit procéder à des vérifications jusqu'à obtenir un accord pour que ça soit fait. C'est ça qui n'a pas été fait. C'est ça que la CENI a fait. Elle a outrepassé ses prérogatives, elle a outrepassé les réserves émises par nos représentants, notamment au niveau national. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, nos délégués, j'estime qu'ils ont bien fait leur travail. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont un PV qui n'est pas conforme à celui qui est transmis par nos délégués, ils refusent de contresigner. Lorsque le résultat du PV est discordant par rapport à celui qui est reçu au niveau dans les circuits de la CENI, ils refusent de contresigner. Lorsque le PV n'existe pas, parce que, peut-être on en arrivera tout à l'heure, il y a des endroits où nous avons envoyé nos délégués. Les gens sont partis les attendre en pleine brousse avec des Toyota, des Kalachnikov. Dès qu'ils sont arrivés en pleine brousse, on les arrête, on leur dit descendez, mettez-vous de côté. On les menace, on les torture, on leur sort des PV, on leur dit de signer. La veille, s'il vous plaît. Ça s'est passé à Maradi. Nous avons alerté la gendarmerie. Il y a une plainte formelle qui a été déposée là-bas. Vous avez pu constituer des preuves de tout ça? Mais il n'y a pas meilleure preuve que la plainte que nous avons déposée à la gendarmerie. Nous avons posé la plainte à la gendarmerie pendant que nos gens étaient arrêtés. Les messages qu'ils nous ont envoyés, les messages, pour dire voilà, c'est qu'ils sont dans telle situation. Et nous avons envoyé des huissiers faire des constats le lendemain pour voir que ces gens-là qui ont été arrêtés en pleine brousse, ils n'ont pas pu arriver à leur destination. Et que ces bureaux-là, pour lesquels on a déjà dressé des PV, les PV ont déjà été préstampillés à l'avance. Ça existe. Nous avons documenté ça. Et ce n'est pas là-bas seulement. Je vous prends le cas d'Agadez, la région d'Agadez, où à Dabaga, on a trouvé des bulletins déjà prévotés pour le compte du candidat Bazoum. Nous avons dépêché une mission qui est partie à minuit, elle est partie en pleine bourse, en zone d'insécurité, pour aller constater elle-même que les bulletins sont déjà prévotés. Ils ont informé les autorités, la gendarmerie, pour dire, mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, bon, ok, on va comment on appelle ça, interroger les personnes responsables et tout ça. On va confisquer, ils ont confisqué 89 bulletins qu'ils ont trouvés là-bas. Mais pour les 89 bulletins qu'on a trouvés là-bas, combien de bulletins prévotés ont été distribués dans toutes les régions? La veille même de l'élection, lui-même, le président de la CENI, il a fait une note sur ça. Mais quelles mesures ont été prises? Rien. C'est des faits qu'on a relevés. C'est des faits qu'on a relevés. Donc, pour répondre à votre question, nos représentants de la CENI se sont bien comportés, ils ont respecté les consignes, ils n'ont pas validé les PV qui présentaient des problèmes ou qui ne sont pas parvenus. Ils n'ont pas validé les PV qui, lorsqu'ils sont venus, nos représentants, parce que ce qu'on avait fait, c'est quoi? C'est que pour les gens à qui on a mis un pistolet sur la tête pour dire de signer, ils ont quand même signé. Mais qu'est-ce que nous leur avons dit? À la première, quand vous allez partir, allez-y à la CENI et attendez. Si les PV arrivent, dites à notre représentant à la CENI que c'est votre signature, mais vous l'avez faite sous contrainte. Vous l'avez faite sous contrainte, donc on ne valide pas. Donc ces gens-là, ils ont rempli leur mission. Maintenant, il s'agit, pour la Cour constitutionnelle, de remplir la sienne. Vous attendez donc que la Cour constitutionnelle vous restaure selon ces preuves-là? C'est ce que vous attendez de cette Cour-là? Vous savez, le Code électoral du Niger a été très clair. Il dispose de tous les mécanismes qui permettent de faire les choses normalement. Si nous sommes arrivés dans cette situation où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que les gens du pouvoir ont refusé de respecter le Code électoral. Tout à l'heure, vous avez dit en Afrique, l'opposition
contestent les résultats. Mais chez nous, au Niger, il n'y a jamais eu un cas comme ça où 2 présidents revendiquent la victoire. Jamais. Il n'y a jamais eu un cas où, après la proclamation des résultats, il y a des manifestations. C'est la première fois. Et ça, c'est la conséquence logique du comportement du pouvoir de bout en bout qui a mené cette élection à sens unique. De bout en bout, qui a refusé tout dialogue. Nous avons demandé le dialogue à corps et à cri. Ils ne l'ont jamais accepté. Donc, c'est la conséquence, c'est la frustration que les gens ont exprimée. C'était des enfants de 10 à 15 ans qui sont sortis, qui ont crié parce que c'est nos enfants quand même. C'est nos enfants, ils entendent, ils voient bien dans quelle situation nous vivons. On nous jette en prison à tour de bras. Parce que vous savez, je crois que le problème du Niger, c'est que nous avons un président de la République qui n'a jamais connu la prison. Comme il n'a jamais connu la prison, il pense que c'est un hôtel de luxe. Il envoie les gens à tour de bras pour un oui ou pour un non. Des gens parfois de 70 ans, plus, qui ont servi le pays, je vous prends. Mais tous ces gens-là, le président Hama, le général Moumouni, il a été chef d'état-major 10 ans, il a versé son sang pour le pays. Le colonel Meyaki, il a fait tout son service de A à Z, il est arrivé jusqu'à la retraite. Il n'a jamais connu ce que c'est la prison. Hier, on le prend, on le jette en prison. Si Issoufou savait ce que c'est la prison, je suis persuadé qu'il allait regarder plusieurs fois avant de dire de jeter les gens en prison. Qui n'est pas allé en prison du temps d'Issou? Tout le monde est parti en prison. Tout le monde. Vous dites un oui, alors qu'on attend de vous que vous disiez un non, vous partez en prison. Cette émission peut me valoir même la prison. Ça ne dérange personne. Là. Et vous allez faire un an, après on va dire bon, non, il n'y a rien, allez-y. Ou bien on va dire non, vous avez fait tentative de coup d'État. On vous met en prison et après on vous dit qu'il n'y a rien. Comment on peut accuser quelqu'un de tentative de coup d'État? Et au bout de compte, sortir dire que non-lieu. Donc c'est ça le problème que nous vivons dans notre pays. Alors, procès-verbaux transmis par le circuit de la CENI discordant par rapport à celui transmis par nos délégués, procès-verbaux signés par nos délégués sous la contrainte d'armes à feu. Vous avez fait cas de tout ceci. Maman Ousmane estime donc que la Cour doit le rétablir dans cette élection-là. Dans la perspective où la Cour confirme la victoire de Bazoum Mohamed, que doit faire l'opposition au Niger? Je crois que je préférerais que mon frère vis-à-vis combattant se prononce par rapport à cela. Mais ce que nous sommes en train de voir en Afrique de l'Ouest particulièrement est que le peuple n'accepte plus cette injustice-là. Vous savez, normalement, nos pays-là, ministère de l'Intérieur, ministre de l'Économie et des Finances, ministère de la Défense, ils doivent être des personnes neutres qui ne sont pas dans l'action politique. Mais tu ne peux pas être... Un ministre de la Défense peut-il être neutre? C'est ce que j'ai dit, mais la défense ne doit pas avoir une couleur politique. Parce que c'est pourquoi les détournements se font. C'est-à-dire qu'il y a des criminels au Niger qui circulent, des criminels économiques, qui ont détruit, qui ont dépouillé le peuple, qui ont appauvri ce peuple-là, qui ont détourné des milliards, qui circulent librement dans l'arrogance. Non, c'est-à-dire que la gouvernance doit être de l'équité. Youssouf a un compte à rendre devant Dieu et devant les hommes. Il pense que quand tu gouvernes, le jour où tu te mettras devant Dieu, tu rendras compte de ce que tu as fait de ta gouvernance. C'est extrêmement important. Ce monde-là est un monde éphémère qui va finir. Un jour, on mettra Youssouf dans la terre. Il répondra de ce qu'il a fait. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vaut. C'est-à-dire que ce manque d'humilité. Alors que ce que je viens de dire, mon analyse que je viens de dire ici, là, tout à l'heure, là, un président qui a été élu avec 1 million ou 2 millions de personnes sur 24 ou 22 millions de population, toi, tu ne peux pas faire preuve de modestie et d'humilité. Et tu t'assois sur l'argent public, c'est ce qui ne t'appartient pas, parce que c'est le peuple nigérien qui paye le président Youssoufou.
Tous ces ministres-là sont payés par le contribuable nigérien. La sueur de leur front, le paysan qui est dans la brousse, là, qui travaille, le commerçant, etc., c'est eux qui les payent. Tu t'assois, tu ne fais pas preuve de modestie. Tu penses que le pays t'appartient, c'est toi qui as acheté les gens. Ça fait mal. Il faut que nos gouvernants arrêtent de ce qu'ils font. Parce que tu vois, si le pays est embrasé, Youssoufou, moi je souhaiterais qu'il quitte la gouvernance dans la paix et laisse derrière eux une paix. Il a choisi de quitter le pouvoir au terme de son deuxième et second mandat. Sans doute qu'il est mu par cette volonté d'alternance et de paix là, puisque visiblement, quoi qu'on dise, un président démocratiquement élu civil va succéder à un président démocratiquement élu civil. Ça me fait bien rire ça, parce que c'est la chanson qu'on a fait répéter à tous les suppôts du pouvoir, à tous les... Selon vous, ce n'est pas réel. Non, mais attendez. Vous parlez d'alternance. Quand un président sortant désigne son successeur 2 ans à l'avance pour dire voilà celui qui va être président, et qui fait tout pour que ce soit lui, en violation de la Constitution même. En violation de la Constitution, l'article 47 de la Constitution ne peut pas lui permettre d'être candidat. Mais comme Issoufou a choisi que c'est lui, et comme il a la maîtrise de tout le dispositif pour que ce soit lui, il a dit que c'est lui. Et c'est en cours de se réaliser. Envers et contre tout. Malgré le fait qu'il a perdu. Et qu'aujourd'hui, c'est Maman Ousmane qui doit être président de la République. Voilà la situation. Ça s'appelle alternance. Ou alors, il faut redéfinir le mot alternance. Lui-même, alternance choisie. Voilà, mais lui-même, le monsieur. Vous savez, moi, j'aurais préféré 1000 fois que Youssoufou modifie la Constitution pour dire qu'il se représente. Ça aurait été mieux pour nous. Parce que l'original vaut toujours mieux que la copie. Le monsieur en question, il dit qu'il va faire la continuité. Il va consolider. Consolider quoi? 10 ans de gabegie, de corruption endémique, de morts par milliers de nos militaires. C'est ça qu'il faut consolider. Mais c'est ça qui a fait... Nous, on n'avait même pas besoin de faire campagne en réalité. Le simple mot continuité là qu'ils ont fait a fait la campagne pour nous. Tous les Nigériens ont dit, ah, si c'est ça, eh bien, on ne sera pas d'accord. Voilà ce qui s'est passé. Donc, qu'on vient nous dire qu'un président civil va... En fait, ils le disent. Je crois qu'ils ont un sort qu'ils veulent conjurer à travers cette litanie de président civil à président civil. Parce que je crois qu'ils sont convaincus que les actes qu'ils étaient en train de poser et qu'ils sont en train de poser ne leur permettront pas de faire une passation entre civils. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays fragile. Absolument. Qui a connu plusieurs coups d'État, qui nous ont remis en arrière. Chaque fois qu'on a avancé, il y a un coup d'État qui vient pour nous remettre en arrière. C'est suite à un coup d'État que lui, il est venu au pouvoir. Ouais. Parce que lui a toujours bénéficié des coups d'État. Toujours. Et maintenant, il ne veut pas que quelqu'un en bénéficie. Nous, on n'en a même pas besoin. Nous avons besoin de gagner notre pouvoir par les urnes. Et nous l'avons gagné. Ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse exercer ce pouvoir. Parce que c'est notre gain. Et les dispositions du code électoral nous permettent, à travers la démarche que le candidat Maman Ousmane, le président élu, a choisi, ça nous permet d'avoir notre victoire. Pourquoi? Parce que vous savez, le 22 à 18h30, le 22 février à 18h30, nous avions fini la compilation des résultats. Nous sommes arrivés à ce résultat que je vous disais, 1 914 367 voix pour Maman Ousmane, 1 888 189 voix pour Bazoum. J'ai communiqué ces résultats à son Excellence Hamamadou, 18h30. Et je me suis rendu chez lui, en compagnie d'ailleurs du secrétaire général du MPN Kishinkasa. Il m'a dit, j'ai transmis directement les résultats à Maman Ousmane. Donc Maman Ousmane, le 22 février, à 18h30, avait déjà ses résultats.
il avait tout loisir de se déclarer vainqueur. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et avec le recul, moi, je lui donne parfaitement raison. Parce que quand on a vu la violence qui s'est exprimée à la suite de la proclamation des résultats, je me demande quelle aurait été la réaction de la population si au préalable on lui avait annoncé qu'elle avait gagné. Donc il ne l'a pas fait. Il a attendu, sachant que la CENI allait proclamer des faux résultats le lendemain. On a eu des informations. Parce qu'ils étaient déjà en train de sortir de faux résultats qu'on ne reconnaissait pas dans les... Et ce n'est pas nous seuls, même les organisations internationales, enfin les observateurs nationaux l'ont dit. Les résultats n'étaient pas conformes à ce qui sortait des yeux. Mais malgré ça, Ousmane a refusé de revendiquer ayant ces chiffres. Les chiffres-là, vous les avez entendus uniquement lorsque la CENI avait proclamé les résultats. Mais l'opposition était sortie avant pour se prononcer, avant Mahamadou. Non. L'opposition, à 16h30, comment on appelle ça, la direction de campagne est sortie à 16h30 pour dire, voilà, et c'était en parallèle à ce que la CENI était en train de faire, pour dire, voilà les résultats que nous avons obtenus. Voilà les résultats tels qu'ils sont en train de sortir. N'était-ce pas trop vite allé ils n'ont pas, non, attention. Ils n'ont pas donné les résultats, les chiffres. Hein. Ils disent que nous sommes en train, comment on appelle, on est en train, au niveau de la CENI, de donner de faux résultats que nous n'allons pas accepter. Voilà. Donc nous avons nos résultats, mais que ce qui est en train de proclamer, ce n'est pas vrai. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que la direction de campagne a dit. Mais les vrais chiffres, les résultats, la proclamation, elle a été faite par le candidat, uniquement lui, le lendemain. Le lendemain. C'est vrai que c'était en pleine nuit, mais c'était le lendemain que ça a été fait. Et logiquement, donc, il a dit, je vais saisir la Cour constitutionnelle, parce que le Code électoral, qu'est-ce qu'il dit en son article 104? Il dit que tout candidat peut invoquer la nullité de l'élection. C'est ce que par lui-même. C'est ce que vous avez fait? Par lui-même, bien sûr, par lui-même ou par son mandataire. Donc, M. Ousmane a invoqué, au titre de cet article 104, la nullité des élections en produisant ses preuves. Et bien sûr, une fois que nous l'avons fait, la seule chose, c'est que l'article 105 précise qu'il avait 10 jours pour le faire à partir de la proclamation et de la transmission des résultats. Dans les délais de 10 jours, nous avons déposé notre recours. Et sachant que, entre-temps, on était tous persécutés, nos sièges étaient fermés, oui. Nos machines à l'intérieur. Nous avions un dispositif pour faire ce travail de compilation, d'organisation même de nos preuves. On a fermé les bureaux. Pendant tout ce temps, sachant que le délai était en train de courir, nous avons eu moins de 48 heures pour compiler, pour mettre en place ces recours-là. Moins de 48 heures. Donc, maintenant, l'article 106, il dit qu'une fois que c'est reçu, le greffier de la Cour transmet les réclamations au candidat qui a 5 jours francs pour faire son mémoire. Et à partir de là, la Cour constitutionnelle, elle a 15 jours pour statuer en premier et dernier ressort. Ça, c'est l'article 106. Donc, une fois que la Cour a statué, en premier et dernier ressort, il n'y a plus rien à faire. Mais pour statuer, la Cour, le Code électoral lui a donné une panoplie de choses à faire. Parce qu'à l'effet de cette instruction, la Cour peut diligenter une enquête. Absolument. Elle peut se faire communiquer tous les documents relatifs au litige. Elle peut même désigner un conseiller qui, lui, peut, comment on appelle ça, procéder sous délégation de la Cour. Hein. Ce conseiller-là, il peut écouter des témoins sous serment. Nous avons des milliers de témoins. Moi, je peux témoigner. Moi, j'ai démantelé un réseau de comment on appelle ça, de recrutement des électeurs pour aller voter pour le candidat Bazoum. Par bus, dans un centre, dans une école de Niamey qui appartient à un ministre du gouvernement. J'ai porté plainte à la police.
C'est écrit noir sur blanc. Mais si on veut m'écouter, je suis là pour le dire. Donc, la Cour a tout cet arsenal-là. Et d'ailleurs, il y a une disposition que je ne crois pas, au regard de toutes les péripéties qui se sont passées au premier tour, la présidentielle et le local, je ne crois pas que la Cour n'ait pas pu exercer cette prérogative. C'est quoi? L'article 102. Il dit que dans le cadre, l'article 102 du Code électoral, il dit que dans le cadre du contrôle de la régularité des opérations électorales, la Cour peut désigner 2 magistrats pour suivre sur place les opérations électorales. Ces magistrats-là, ils vont faire un rapport circonstancié. Et au regard de ce rapport, et vu au regard aussi de la gravité des faits reprochés, la Cour peut soit comment on appelle ça, maintenir les opérations électorales, ou elle peut invalider tout ou partie de ces résultats. Voilà. Donc, tout le dispositif existe pour qu'aujourd'hui nous soyons rétablis dans les droits. Dans notre droit. Les observateurs ont quand même salué une très belle élection. Écoutez, moi j'ai reçu des observateurs. C'était les observateurs de la Seine-Saint. C'est les seuls d'ailleurs qui ont su qu'il y avait une opposition qui se présentait au Niger. Ah bon? Mais, puisque les autres, ils vont voir un seul candidat. Or, une élection, c'est quand même 2 candidats. Les seuls observateurs qui sont venus me voir, moi, en tant que représentant du candidat, enfin, responsable de la campagne du candidat, c'est la Seine-Saint. Et je leur ai fait remarquer. J'ai dit, je suis heureux de constater qu'il y a des observateurs qui savent qu'il y a 2 candidats. Ces observateurs, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, nous avons remarqué que d'un côté comme de l'autre, les propos qui sont tenus sont de nature à créer des troubles. D'un côté comme de l'autre. Ça peut provoquer des troubles. Et nous pensons qu'il faut apaiser. Je leur ai répondu. J'ai dit, vous avez raison. Mais je vais vous dire une chose. Si nos gens ont tenu des propos qu'on peut considérer comme des propos belliqueux, de l'autre côté, il y a des gens qui ont fait des appels au meurtre. Ils disent quoi? J'ai dit appel au meurtre. J'ai sorti la vidéo, j'ai dit voilà. J'ai dit ce député, ça c'est un député du PNDS. Il est en train de dire que si quelqu'un vient vous poser des problèmes, finissez-en avec lui, moi je me charge du reste. C'est un appel au meurtre. J'ai dit ce député, il est là-bas, actuellement en train de faire campagne. Et nous attendons de voir ce qu'on va faire de lui, parce qu'avant-hier, le procureur a sorti une note pour dire que tout celui qui fait des propos, ceci, cela, on va le prendre. Je dis donc, nous attendons que le procureur le prenne. Il ne l'a pas fait. Et nous avons le résultat de la commune où ce discours a été fait. Vous voyez? Donc, je leur ai dit, ça c'est vrai. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que le pouvoir lui-même appelle au calme. J'ai dit, la télévision nationale, elle est là-bas. J'ai dit, ça fait combien de jours que vous êtes là? Ils disent 3-4 jours. J'ai dit, vous avez regardé la télé. Est-ce que vous avez l'impression, en regardant la télé, qu'il y a 2 candidats? La télé nationale. Ils n'ont pas répondu. Et quand les diplomates ne répondent pas, vous savez ce que ça veut dire? Non. On a l'impression qu'il y avait un seul candidat. J'ai dit, bon, vous voyez, c'est toutes ces frustrations-là que nous, on exprime à travers les paroles. J'ai dit, concernant les troubles, je peux vous dire une chose, il n'y a jamais eu de manifestation violente au Niger après les élections. J'ai dit pour une raison simple, c'est que généralement, les élections sont consensuelles. Le processus est consensuel. Deuxièmement, les Nigériens sont des musulmans, profondément musulmans. Et qu'en définitive, quand quelque chose se produit, les gens finissent par dire, bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi.
Ils disent, est-ce que si le candidat de l'opposition gagne, vous serez d'accord? J'ai dit, si le candidat de l'opposition gagne, et s'il gagne vraiment, nous serons les premiers à l'en féliciter. Ça s'est déjà passé au Niger. Mais qu'il gagne honnêtement, nous, c'est tout ce qu'on demande. Toutes les polémiques qu'il y a eu avant, c'est sans intérêt, c'est passé. S'il gagne, il sera notre président, on sera les premiers à le féliciter. C'est comme ça qu'on s'est quitté avec les observateurs. Mais quand les autres viennent vous dire que tout s'est bien passé, mais il y a eu des morts. C'est pas du fait de nous autres, ou je dirais même c'est pas du fait des gens du pouvoir quand même. Parce que ça, c'est des terroristes, des machins, ça existe. On peut dire, Dieu merci, on a fait cette élection-là, sans heurts au regard de tout ce qu'on pressentait, parce qu'il n'y a pas eu de bagarre au niveau des bureaux de vote. Il n'y a pas eu de bagarre hors des bureaux de vote. Un scrutin à saluer donc, tout au moins. Mais le scrutin en tant que tel, si c'est la paix qui a régné, il n'y a pas de problème, nous le saluons. Mais ce qui s'est passé, ce n'est pas de nature à engendrer la paix par la suite. Alors, des observateurs locaux, il y en a eu aussi. L'observatoire du processus électoral a appelé la Cour à étudier en toute impartialité le processus de validation des résultats donc, de cette élection-là. Un observatoire qui est souvent accusé de connivence avec l'opposition. On estime que c'est une opposition bis au Niger. Est-ce que ce sont des éléments que vous partagez, que vous comprenez? Mais vous savez, au Niger, il vaut mieux être accusé de trafic de drogue que d'être accusé de connivence avec l'opposition. Mais ces observateurs-là, il n'y a pas longtemps, ils mangeaient dans la même assiette que le PNDS. Quand ils devaient faire les manifestations, le PNDS était derrière eux, en train de lever la main pour faire la manifestation. Quand ils cherchaient le pouvoir. Quand ils étaient de l'autre côté. Quand ils étaient de l'autre côté. Beaucoup parmi les gens de la société civile se sont retrouvés dans la gouvernance du PNDS. Les gens pourtant avaient pensé que c'était des gens de la société civile. Donc s'il y a quelqu'un qui utilise la société civile pour parvenir à ses fins, pour le moment, ce qu'on sait, c'est le PNDS. C'est pas nous. Si être patriote, c'est être de connivence avec l'opposition, je suis d'accord, les observateurs de la société civile, les activistes de la société civile sont nos complices. Si refuser l'injustice, c'est être de connivence avec l'opposition, oui, on peut répondre que ces acteurs de la société civile sont nos complices. Si refuser la corruption, vous savez que ces observateurs, pour la plupart dont vous parlez, Michael Zoudi, là, ils ont fait presque 1 an de prison. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils sont sortis pour dire qu'ils dénonçaient les 76 milliards de corruption, enfin d'argent volé au ministère de la Défense. Dans un pays en guerre. Dans un pays en guerre, on détourne 76 milliards. Ce crime-là, il n'existe pas. Il n'existe même pas dans le code pénal parce qu'il faut le définir. Mais parce qu'ils sont sortis dénoncer ça, c'est eux qui sont partis en prison. C'est pas ceux qui ont volé les 116 milliards. Et en général, au Niger, c'est toujours comme ça. Quand tu dénonces, si tu dénonces les gens du pouvoir, c'est toi qui vas en prison. Par contre, si tu dénonces les gens de l'opposition, tu peux être sûr que ça va être géré. Quand on dénonce, il faut dénoncer avec des preuves. Mais les 76 milliards, c'est pas nous qui avons dit. Hein. C'est le ministre de la Défense, PNDS, qui est sorti, qui a dit ça. Qu'il y a 76 milliards qui ont été volés. Le dossier a été transmis. À qui? Il a dit ça, le monsieur. Et je vais vous dire, le pire, c'est que le ministre de la... Pourquoi je vous dis qu'il faut définir la qualification d'une faute, d'un détournement de 76 milliards de l'armée en pleine guerre? Parce que le ministre de la Défense lui-même a dit que lui, il pense que ces gens-là devraient être mis dans un avion, aller en haute altitude et les balancer sans parachute. Pourtant, ce sont des militants de son parti. C'est ça qu'il a dit. Tellement ça fait mal. Absolument. Tellement ça fait mal. Mais quand nous,
ou quand la société civile est sortie pour dénoncer, on les a tous mis en prison pour au moins 9 mois. Donc, il y a aussi, Lamine Cissé, des attaques terroristes qui ont donc endeuillé ce scrutin-là par rapport à l'opposition. Visiblement, le scrutin s'est bien passé. Quelle lecture vous faites de ces attaques-là? Pourquoi ces attaques-là le jour du scrutin? Bon, peut-être que c'est une intimidation, c'est pour ne pas permettre au pouvoir, aux populations de sortir massivement, ou bien c'est pour dire que nous sommes encore là, hein, celui qui va venir au pouvoir. Mais ce qui est remarquable, le Niger est un pays tout à fait particulier. Le Niger devient un pays vraiment fragile. Alors c'est pourquoi sur le plateau ici, j'ai toujours appelé le président Youssoufou pour lui dire qu'il est en train d'amener le Niger droit vers une explosion. Vous savez, nous avons vu des coups d'État militaires. C'est ce que j'ai dit, des coups d'État militaires. C'est des militaires qui prennent, quelquefois ils dictent leurs lois, soit ils mettent à leur place des hommes de leur choix, certainement. Mais le jour où le peuple nigérien va faire sa propre révolution, je crois que tout cela va être balayé. Êtes-vous en train d'appeler à l'insurrection? Non, c'est ce que j'ai dit. J'appelle à la résistance contre les abus. Le peuple africain, ouest-africain, doit se lever et résister à l'abus, et résister à la corruption. Vous savez, on parle des terroristes, mais le peuple africain est terrorisé. Tu sais, le plus grand terrorisme, quoi? C'est la lutte contre la faim. Les gens sont en train de lutter contre la faim, la maladie, la mauvaise éducation, n'est-ce pas? La corruption, c'est pandémique, c'est plus pandémique en Afrique. Ok? Vous savez, quelqu'un qui est malade, qui ne peut même pas se soigner, il meurt. Celui une femme qui est enceinte, qui ne peut pas accoucher, meurt. Nous avons tellement de victimes liées à l'action politique, à l'action des politiques politiciennes, qui ne font que... tu vois, c'est dangereux. Donc le terrorisme, ce n'est pas celui qui prend les armes pour tuer seulement. C'est celui qui tue les gens économiquement. C'est pourquoi je le rejoins, mon co-débatteur, ce crime économique. Vous prenez l'argent public, le moment où il faut sécuriser le pays, vous vous détournez pour vous enrichir. Alors que ceux-là qui le font, vont tranquillement, alors ils arnaquent même les autres. Les Hama Amadou, les généraux, etc., qui se battent pour que le pays avance, on les met en prison d'une façon unilatérale. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes là, tu te tais ou bien on fait de toi ce qu'on veut. Vous savez, ça crée, c'est des éléments de frustration. C'est de frustration en frustration. J'ai dit, je prends l'exemple de mon pays. Depuis que nous sommes partis à l'indépendance, le Sénégal n'a jamais atteint ce seuil-là. Dans toute la région, le pays s'est embrasé une seule fois. Les symboles, n'est-ce pas, de la domination au champ total, les gens s'attaquent. Mais attention, au Mali, on a vu la révolution. Les militaires sont venus, ils ont voulu détourner la révolution, mais ça ne va pas être détourné. Il faut faire attention. Vous savez, on ne parle pas pour nous, ou bien on est partisans. J'ai dit, je viens de découvrir, je ne le connais même pas. Je ne connais aucun membre. C'est-à-dire qu'on est indépendant et libre de ce que nous disons. Mais ce que nous disons, nous voudrions que les gouvernants en tirent des leçons. Il ne faut pas que les gouvernants pensent que nous sommes en train de les attaquer juste pour le plaisir de les attaquer. Moi, je serais très content aujourd'hui de voir au Niger Salih Djoubo, Amadou, Youssoufou, Bazoum, tout ça, s'asseoir sur la même table, s'enfermer pour dire quelle solution on va trouver pour notre pays. Mais c'est ça, c'est ce que nous voulons. Au lieu de créer des confrontations des ennemis, mais créer un consensus autour du Niger. Le Niger en a besoin aujourd'hui, voilà, plus que jamais. Moi, c'est ça ma préoccupation fondamentale. On vous aura compris, du côté du PNDS, le secrétaire aux élections estime que tout s'est très bien passé, a répondu à la plupart de vos accusations, notamment par rapport au score de participation très élevé dans certaines régions. Pour lui, c'est une explication sociologique.
parce que le vote dans ces zones se fait par tribu. L'émission, l'émission que nous tournons est complètement, le temps est complètement parti. Nous allons recueillir votre avis par rapport à la situation sécuritaire dans le pays. On sait que certains ont eu maille à partie avec des manifestants. On a désigné votre parti, le Modène Falumana, comme instigateur d'un certain nombre de choses. La maison d'un journaliste confrère de RFI les maisons ont été saccagées. Que répondez-vous à cela, à ces accusations-là? Il vous a notamment nommément désigné, les gens du Modène Falumana. Rapidement. Oui, bon, c'est vrai, je vais parler rapidement parce que je pense que je n'ai pas besoin de m'appesantir sur les élucubrations de ce journaliste que je connais d'ailleurs pour avoir composé avec les terroristes. C'est des accusations extrêmement graves. Du temps. Mais il a fait la prison pour ça. Il a fait la prison pour ça. Il y a eu des enregistrements téléphoniques où il parlait avec les terroristes, où il leur disait de tenir bon. Il a fait la prison pour ça. Et c'est le général Tianga, qui est Moumouni Bourema, était chef d'état-major à l'époque. Ça, celui-là, vous savez, je vais vous dire une chose. Déjà, on avait accusé Hama Amadou d'avoir incendié la maison de notre Moussa d'ailleurs. Et on lui a collé ça sur le dos là, de Tanja et pour le mettre en prison. Aujourd'hui, ce monsieur-là, si vous écoutez ses élucubrations, il dit qu'il a été prévenu, qu'on va venir attaquer sa maison. Donc, selon vous, ce n'est pas vrai? Mais, s'il vous plaît, si on vous prévient qu'on va venir attaquer votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous prévenez au minimum la police, les forces de l'ordre, pour dire, voilà, il dit qu'il a reçu 300 ou 3000 messages, je ne sais pas. Mais prévenez-les, dites-leur, voilà, on veut attaquer ma maison, que la police prenne des dispositions, parce que si elle ne les prenait pas, c'est elle qui serait responsable. Il ne l'a pas fait. Non, il a pris son fauteuil, il est venu s'asseoir devant sa porte pour attendre qu'on vienne attaquer sa maison. S'il vous plaît. Il y a des choses que le bon sens ne permet même pas de dire. Le simple bon sens. Maman Moustapha Barkibako, votre mot de fin? Le mot de la fin, vous savez, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais le mot de la fin, je vais rejoindre M. Cissé, que je suis régulièrement à travers votre chaîne. Je félicite d'ailleurs votre chaîne. Vous savez, le Modène Falumana, c'est un parti panafricaniste par essence. Donc, nous suivons le travail que vous faites et nous vous y encourageons. Et ce que je peux dire, c'est que comme il l'a dit, notre pays gagnerait à ce que les gens s'assoient enfin autour de la table. Ça fait 10 ans qu'on nous impose une guérilla sans fin, une persécution sans fin. Il est temps que ça s'arrête, qu'on se mette ensemble pour travailler pour le pays. Moi, j'aimerais bien, plus que vous, voir Issoufou s'asseoir avec Hama et les autres pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mettons la table à terre. Je dis la table, la balle à terre. Travaillons pour notre pays, il en a besoin. Nous sommes submergés par des guerres à droite, à gauche. Nous avons une jeunesse qui représente les 2/3 de la population, qui a besoin d'avenir, qui a besoin de futur. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Non, on va rester à faire des guéguerres pour une question de place. Vous avez dit tout à l'heure que est-ce que les gens oublient qu'ils vont mourir? La plupart de ces gens-là, ils ont 70 ans. Dans quelques jours, dans quelques heures, ils vont retourner à Dieu. Ils vont retourner à Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Nous-mêmes, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce qui est derrière. On a déjà tout fait. Dieu merci, alhamdoulilah. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais aller trouver dans ma tombe. Mais pourquoi eux ne peuvent pas penser à ça? Pensent-ils que quand on est au pouvoir, on ne meurt pas? Non, on meurt. Donc, je demande que chacun accepte qu'on se mette autour de la table. Qu'on rétablisse la vérité. Les Nigériens ont voté pour le changement.
C'est clair, c'est net. La Cour a les éléments entre ses mains. Et les dispositions du Code lui permettent de reformer comment on appelle ça, ou d'annuler ces élections, ou de reformer la proclamation faite par la CENI et de proclamer les résultats définitifs. Elle peut le faire, elle doit le faire. Voilà qui est clair, on vous aura compris. Vous êtes Maman Moustapha Barké Bako, vous êtes directeur national de campagne du Modène Faloumana, vous êtes également vice-président de la coordination de campagne de Maman Ousmane, chargé des opérations électorales et de compilation des résultats. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Merci de nous avoir suivis pour cette élection, cette émission qui était donc consacrée à l'élection présidentielle au Niger. Les attentes par rapport à l'appel de Maman Ousmane au niveau de la Cour constitutionnelle. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour notre numéro de votre émission. Restez informés à chaque instant sur SICA.